Une jeune fille timide subit une opération des hémorroïdes. Étonnamment, son médecin est un jeune millionnaire. Une jeune fille timide subit une opération des hémorroïdes. Étonnamment, son médecin est un jeune millionnaire et tombe éperdument amoureux d'elle. Ivy Reynolds se tenait à la réception de la clinique, serrant si fort le bord de son cardigan que ses jointures étaient blanches. Sa gorge se serrait, sa poitrine se contractait, l'air de la salle d'attente était stérile, frais, mais ses paumes étaient moites. Mademoiselle Reynolds appela l'infirmière, un porte-bloc à la main. Elle leva les yeux, écarquillée, parvenant à peine à hocher la tête. Elle se leva et suivit, le regard fixé au sol, évitant les yeux des autres patients comme s'ils pouvaient voir à travers elle, voir la honte, l'humiliation qui lui collait à la peau comme une seconde nature. Elles atteignirent la salle d'admission. L'infirmière sourit gentiment, mais sa voix était vive, exercée. « Très bien, nous allons juste passer en revue quelques détails avant que le médecin ne vous voie. C'est votre première fois ici. » Ivy hocha la tête. Des chirurgies rectales antérieures. Ivy se figea, son cœur battait la chamade, son visage devint écarlate, sa voix se noua dans sa gorge. « Yeah !» Elle déglutit difficilement, « je veux juste disparaître. » L'infirmière hésita, son expression s'adoucissant. « Ce n'est rien, nous avons juste besoin de savoir pour que le médecin puisse s'occuper de vous correctement. » Ivy hocha de nouveau la tête, plus mécaniquement cette fois. Elle n'avait jamais eu moins envie d'être quelque part qu'à cet instant précis. L'infirmière quitta la pièce après avoir coché quelques cases sur le formulaire. Ivy resta assise là, sur la table d'examen, ses mains s'agitant sur ses genoux, ses jambes étroitement croisées comme si elle pouvait se protéger de ce qui allait arriver. Elle se disait que ce ne serait pas si terrible, que le médecin serait vieux, peut-être distant, et qu'il garderait tout professionnel et clinique, qu'elle pourrait s'en sortir si elle n'avait pas à le regarder dans les yeux. La porte s'ouvrit, et son souffle se coupa. Un homme grand, au début de la trentaine, entra, vêtu d'une blouse bleu marine et d'une blouse blanche. Ses cheveux étaient foncés et légèrement ébouriffés, et ses yeux clairs, attentifs, trop gentils. Ils rencontrèrent instantanément les siens. « Bonjour, mademoiselle Reynolds, » dit-il en tendant la main. « Je suis le docteur Harrington. » Elle ne bougea pas. Elle ne pouvait pas, son esprit hurlait. Non, 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 pas lui, n'importe qui d'autre que lui. Ce n'était pas le médecin âgé qu'elle avait imaginé. Il n'était ni distant, ni clinique, ni distrait. Il était d'une beauté dévastatrice. Et cela rendait les choses pires. Elle sentit son estomac se tordre de panique, sa gorge se serrer. Il recula d'un petit pas, remarquant sa posture figée. « Ce n'est rien, » dit-il doucement. « Nous n'avons pas à nous presser. Je veux juste parler un peu et m'assurer que vous êtes à l'aise avant de continuer. » À l'aise? Le mot la frappa comme une blague cruelle. Elle était sur le point de dévoiler la partie la plus humiliante d'elle-même à un homme qui semblait appartenir à la couverture d'un magazine. « Je pense que je devrais y aller, » dit-elle rapidement, la voix brisée. Elle commença à se lever, mais sa voix l'arrêta. « Ivy, » dit-il, doux mais ferme. Elle le regarda, surprise. Il avait dit son nom comme s'il importait, comme si elle importait. « J'ai lu la note que vous avez jointe à votre formulaire d'admission, » dit-il, la partie où vous demandiez à ce qu'on ne se moque pas de vous. Ses joues brûlèrent. « Je ne suis pas ici pour vous juger, » continua-t-il. « Je suis ici pour vous aider à vous sentir mieux, c'est tout, et si vous préférez quelqu'un d'autre. Une femme médecin, une infirmière praticienne. Je peux arranger ça, sans poser de questions. » Ivy hésita. Une partie d'elle voulait fuir, s'échapper et ne jamais revenir. Mais une autre partie, une partie silencieuse et fatiguée, aspirait à ce que cela se termine, à ce que la douleur cesse, à ce que quelqu'un la traite comme si elle n'était pas dégoûtante. Elle se rassit sur la table, ses doigts agrippant le bord. « Ne me regardez juste pas comme si j'étais brisée, » murmura-t-elle. Lucas Harrington rapprocha un tabouret et s'assit à sa hauteur. « Je ne le ferai pas, » dit-il, « parce que vous ne l'êtes pas. » Son cœur battait toujours la chamade, mais quelque chose en elle changea. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait regardée. Pas à travers elle, pas au-delà d'elle, pas de haut, mais l'avait regardée, elle. Et elle ne savait pas pourquoi, mais cela la fit rester. Bien avant qu'Ivy Reynolds ne s'assoie sur une table d'examen clinique, elle avait appris à vivre avec la douleur. Pas seulement physique, mais la douleur profonde et persistante de la honte, de l'isolement,
de ne jamais se sentir à sa place. Cela avait commencé au collège. Les chuchotements, les rires derrière des mains en coupe, les noms cruels murmurés dans les couloirs. Elle ne marchait pas comme les autres filles. Elle se tortillait mal à l'aise sur sa chaise. Parfois, elle grimaçait quand elle se penchait ou bougeait trop vite. En quatrième, quelqu'un avait répandu la rumeur qu'elle avait des problèmes de fesses, et c'est tout ce qu'il avait fallu. Personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle au déjeuner. Personne ne l'invitait aux fêtes d'anniversaire. Elle devint la fille invisible qui portait toujours de longs pulls, qui demandait trop souvent à aller aux toilettes, qui gardait la tête baissée et la voix encore plus basse. Sa mère, une femme gentille mais surmenée qui jonglait avec 2 emplois, essayait d'être là pour elle. Mais Ivy ne trouvait jamais les mots pour expliquer ce qui n'allait pas. Comment pouvait-elle dire à sa mère que quelque chose en elle se sentait définitivement brisé? À 16 ans, Ivy cessa de porter des robes, cessa d'aller aux cours de sport, cessa de rêver de soirées pyjama, de premiers baisers ou de baignades estivales. Elle trouva refuge dans les coins de la bibliothèque de l'école, en compagnie de livres poussiéreux et du silence réconfortant des pages non lues. Quand sa mère mourut subitement d'un anévrisme cérébral, Ivy avait 17 ans. Elle ne pleura pas à l'enterrement. Non pas parce qu'elle ne ressentait pas la perte, mais parce qu'à ce moment-là, elle avait déjà appris à vivre avec une sorte d'engourdissement qui recouvrait tout. Elle emménagea avec sa grand-mère, une femme douce et discrète d'environ 80 ans qui préparait le thé tous les après-midi et laissait Ivy être aussi silencieuse qu'elle le souhaitait. C'était l'endroit où Ivy s'était sentie le plus en sécurité depuis des années, mais la sécurité, elle le savait, n'était pas la même chose que la connexion. Les livres devinrent sa seule constante. Elle lisait tout, de la littérature classique aux revues médicales. Elle pouvait nommer tous les muscles du corps humain, mais ne pouvait pas soutenir le regard d'un étranger plus d'une seconde. Après avoir obtenu un diplôme en bibliothéconomie, elle accepta un emploi dans une petite bibliothèque publique nichée entre une laverie et un café. Elle travaillait le matin, étiquetait les livres retournés et passait ses pauses déjeuner à lire dans le placard à fournitures. Elle aimait la solitude, et pourtant la douleur ne cessait jamais. Elle pulsait dans le bas de son dos, irradiait dans ses hanches, s'intensifiait chaque fois qu'elle restait assise trop longtemps. La nuit, elle s'allongeait sur le côté dans le noir, serrant une bouillotte et se murmurant « Encore un jour, juste encore un jour ». Elle cherchait des symptômes sur Google, lisait des forums médicaux, téléchargeait des livres électroniques sur les médecines alternatives, mais elle ne prenait jamais rendez-vous. L'idée de le dire à quelqu'un, d'être vue, était pire que la douleur elle-même. Jusqu'à ce que, finalement, cela devienne insupportable et elle réalisa que sa plus grande peur n'était pas l'humiliation. C'était la possibilité qu'elle ne sache jamais ce que c'était que de vivre sans ce poids, qu'elle vieillirait en portant une douleur que personne n'avait jamais vue. Alors elle écrivit une lettre, une courte note tremblante sur son formulaire d'admission en ligne. Elle disait « Je ne cherche pas la sympathie. Je demande juste, s'il vous plaît, ne riez pas quand vous me regarderez. » C'était la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais écrite. Le jour de son rendez-vous, Ivy faillit annuler 3 fois. Elle se disait que c'était une erreur, qu'elle pouvait surmonter cela seule. Mais quelque chose en elle, une petite braise persistante, tenait bon, parce qu'Ivy ne voulait pas d'une vie parfaite. Elle ne voulait pas d'une romance de conte de fées ou d'une grande aventure. Elle voulait juste s'asseoir sur une chaise, dans un lieu public, et ne pas sentir que son corps la trahissait. Rire sans crainte de la douleur, aller au cinéma sans compter silencieusement les minutes jusqu'au générique de fin pour pouvoir enfin se lever. Son rêve était simple. Un jour, murmura-t-elle dans son oreiller la nuit précédant le rendez-vous, juste un jour où je pourrais m'asseoir aussi longtemps que je veux sans avoir mal. Elle n'aurait jamais imaginé que ce souhait silencieux et brisé serait le début de tout. Lucas Harrington n'avait jamais voulu être millionnaire. Il l'était simplement, de naissance, pas par choix. Sa famille possédait l'un des groupes hospitaliers privés les plus prestigieux de la côte est. Son père, un chirurgien cardiaque décoré et magnate des affaires, s'attendait à ce qu'il suive ses traces. Pas seulement en médecine, mais en prestige, en expansion et en héritage. Lucas, cependant, avait d'autres projets. À 22 ans, il obtint son diplôme avec la mention summa cum laude de Harvard. À 26 ans, il termina sa résidence avec les honneurs et de multiples offres de bourses de recherche d'institutions à travers le pays. Il aurait pu choisir n'importe quelle spécialité prestigieuse, cardiologie, neurochirurgie,
même chirurgie plastique, et être à l'abri pour la vie. Mais à la place, il choisit la chirurgie colorectale. Les gens se moquèrent. Même son père demanda sans embâche, « Pourquoi gâcherais-tu ton potentiel sur cette partie du corps ?» Lucas ne répondit pas tout de suite. Il ne le faisait jamais quand il s'agissait de sa mère. Elle avait été la force tranquille de sa vie, discrète, livresque, le genre de femme qui apportait des fleurs aux infirmières et se souvenait des anniversaires des concierges. Quand elle commença à montrer des signes de maladie, fatigue, saignements inexpliqués, douleurs à l'estomac, elle n'avait rien dit, même pas à Lucas, qui était déjà en faculté de médecine. « J'étais juste gênée », avait-elle murmuré depuis son lit d'hôpital. « Je pensais que ça passerait. Je ne voulais pas que quelqu'un me regarde comme si j'étais brisée. » Au moment où on lui diagnostiqua un cancer colorectal de stade avancé, il était trop tard. Elle mourut dans l'année. Lucas n'oublia jamais cela, la honte, le silence, la vérité insupportable que quelqu'un qu'il aimait avait souffert en secret parce que le monde lui avait fait sentir que son corps était quelque chose dont il fallait avoir honte. Alors il choisit d'être le médecin qu'elle n'avait jamais eu. À 31 ans, Lucas était connu non seulement pour son talent, mais aussi pour son approche. Il portait de simples blouses au lieu de costumes sur mesure, conduisait une voiture modeste. Il avait refusé des interviews, des récompenses et des opportunités qui auraient fait de lui un chirurgien célèbre. Au lieu de cela, il bâtissait la confiance avec ses patients. Tranquillement, constamment, il apprenait leurs noms, se souvenait de leurs animaux de compagnie, demandait des nouvelles de leurs enfants. Parce que pour lui, la guérison commençait au moment où quelqu'un se sentait suffisamment en sécurité pour dire « ça fait mal ». Le jour où le dossier d'Ivy Reynolds atterrit sur son bureau, ce devait être un dossier préopératoire de routine. Il parcourut les détails en sirotant son café. Femme, 26 ans, hémorroïdes externes, inconfort chronique, traitements conservateurs antérieurs inefficaces. Il faillit passer à la page suivante jusqu'à ce qu'une note manuscrite glissée à l'intérieur attire son attention. Ce n'était pas une lettre officielle. Elle n'était pas signée. Elle disait simplement « Je ne cherche pas la sympathie. Je demande juste, s'il vous plaît, ne riez pas quand vous me regarderez. » Lucas fixa l'asmos pendant un long moment. Quelque chose dans l'écriture, légèrement tremblante mais déterminée, le frappa en plein cœur. Il pensa à sa mère, à la façon dont ses mains avaient tremblé quand elle avait finalement avoué sa douleur, au regard dans ses yeux le suppliant de la voir encore comme entière. Il reforma lentement le dossier. Ce n'était pas juste une opération chirurgicale. C'était une jeune fille essayant d'être courageuse dans un monde qui n'avait pas fait de place à son courage. Quand il entra dans la salle d'examen et vit Ivy, le visage pâle d'effroi, il reconnut quelque chose instantanément. Pas dans sa forme physique, mais dans la façon dont elle agrippait le bord de la table. La façon dont ses yeux fuyaient les siens. La honte, brute et humaine. Il parla doucement, s'assit à sa hauteur, lui laissa de l'espace, et quand elle murmura « Ne me regardez pas comme si j'étais brisé », il ne tressaillit pas. Il dit simplement « Je ne le ferai pas, parce que vous ne l'êtes pas ». Ce n'était pas une réplique préparée. Ça ne faisait pas partie d'une attitude soignée au chevet du patient. C'était la vérité. Lucas ne savait pas alors pourquoi cette fille avait remué quelque chose en lui. Il avait traité des milliers de patients. Il avait vu la souffrance et la force sous toutes leurs formes. Mais il y avait quelque chose chez Ivy, la façon dont elle était venue malgré sa peur, la façon dont elle essayait de disparaître tout en lui tendant une note qui la rendait inoubliable. Et en refermant la porte derrière lui ce jour-là, il réalisa autre chose. Il ne voulait pas l'oublier, pas seulement à cause de sa douleur, mais à cause de la façon discrète dont elle avait choisi de l'affronter. Le jour de l'opération arriva plus vite qu'Ivy ne s'y attendait. Elle n'avait pas dormi la nuit précédente. Son estomac était noué par la nervosité, non pas par peur de l'intervention elle-même, mais par tout ce qu'elle représentait. L'exposition, la vulnérabilité, l'intimité insupportable d'être vue dans un endroit qu'elle avait passé des années à essayer de cacher. À l'enregistrement, elle pouvait à peine croiser le regard de la réceptionniste. Ses mains tremblaient en signant les formulaires de consentement. Chaque pas dans le couloir lui donnait l'impression de marcher sous les projecteurs. Puis une infirmière apparut, souriant gentiment. « Le docteur Harrington aimerait vous voir dans son cabinet de consultation privée avant de commencer. » Ivy hésita. Quelque chose ne va pas. Non, pas du tout. Il préfère simplement parler personnellement avec certains patients,
surtout pour des interventions sensibles comme celle-ci. Elle suivit en silence, le cœur battant. La pièce était chaude, calme, avec un éclairage doux et aucun équipement médical en vue. On ne se sentait pas dans une partie de l'hôpital. On se sentait en sécurité. Lucas se tenait près de la fenêtre, sa blouse blanche enlevée, ne portant que sa tenue de bloc. Il se tourna quand elle entra et son expression était plus douce qu'elle ne s'en souvenait. Pas clinique, pas inquiet, juste présent. « Salut, Ivy, dit-il doucement. Merci d'être venu tôt. » Elle hocha la tête, mais ne parla pas. « Je sais que ce n'est pas facile, continua-t-il. Alors je voulais d'abord vous parler, non pas en tant que votre chirurgien, mais en tant que quelqu'un qui comprend ce que signifie avoir peur. » Elle s'assit lentement, agrippant les bras du fauteuil comme si elle se préparait à un impact. « Je ne veux pas être dramatique, » murmura-t-elle, mais j'ai l'impression que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Lucas sourit légèrement. Ce n'est pas dramatique, c'est courageux. Ils restèrent assis en silence un instant avant qu'elle ne lève les yeux, la voix à peine audible. « Avez-vous déjà ri d'un patient ?» La question le prit au dépourvu. Il la regarda sérieusement, puis secoua lentement la tête. « J'ai ri avec des patients, avec ma mère en fait, quand elle a traversé un traitement particulièrement difficile et a insisté pour danser dans le couloir de l'hôpital. » Il marqua une pause. « Mais je n'ai jamais ri de la douleur de quelqu'un, surtout pas quand il fait la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire, y faire face. » Ivy cligna des yeux, surprise par la sincérité de son ton. Lucas se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. « Vous m'avez demandé une fois de ne pas vous regarder comme si vous étiez brisé. Je ne l'ai pas fait, et je ne le ferai pas, parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste, humaine, et en ce moment, être humaine est difficile. » Pendant un instant, quelque chose se desserra dans sa poitrine. « Vous ne trouvez vraiment pas ça dégoûtant ?» demanda-t-elle. « Non, dit-il doucement. Je pense que c'est humain, et je pense que cacher ce qui nous fait mal juste parce que le monde nous fait sentir honteux est une tragédie. » Elle le regarda, cherchant sur son visage la moindre lueur de pitié. Il n'y en avait aucune, seulement de la compréhension. Et dans cette pièce silencieuse, pour la première fois depuis longtemps, Ivy ne se sentit pas comme un problème à résoudre. Elle se sentit vue. Lucas se leva et lui offrit sa main. « Nous prendrons bien soin de vous, et quand vous vous réveillerez, cette partie sera derrière vous. » Elle regarda sa main un instant, puis y plaça la sienne. C'était le plus petit des gestes, mais pour elle, c'était comme traverser un gouffre. Il lui serra doucement la main. Elle hocha la tête. « Je suis prête. » Alors qu'il se dirigeait vers le bloc opératoire, le cœur d'Ivy battait toujours la chamade, mais pas de panique. C'était le battement étrange et inconnu de l'espoir. Le processus de récupération ne fut pas glamour. Il y eut de bons jours, et il y eut des jours où Ivy ne voulait pas sortir du lit. Des jours où la douleur était moins physique et plus émotionnelle. Des échos de vieilles peurs refaisant surface, murmurant qu'elle n'était toujours pas suffisante. Mais chaque visite de suivi à la clinique érodait lentement ses doutes. Lucas l'accueillait toujours avec la même présence calme, jamais pressée, jamais clinique. Sa chaleur était subtile, mais elle s'infiltrait dans la pièce stérile comme la lumière du soleil à travers un rideau tiré. Lors de son 3e rendez-vous de suivi, après avoir vérifié la progression de sa guérison et ajusté certaines de ses instructions de soins, il leva les yeux de son dossier avec un petit sourire. « Alors, vous lisez toujours Les 4 filles du docteur marchent tous les soirs. » Les lèvres d'Ivy s'entr'ouvrirent de confusion. « Comment saviez-vous que je lisais ça ?» Lucas cligna des yeux, puis pencha la tête. « Vous l'avez mentionné le jour de votre première consultation. Vous avez dit que J.O. Marsh vous rappelait d'être courageuse, même quand c'est difficile. Ça m'a marqué. » Elle le dévisagea, stupéfaite et silencieuse. Elle se souvenait à peine de l'avoir dit. C'était une remarque anodine, prononcée entre 2 respirations nerveuses, tout en ajustant les manches de son cardigan. Et pourtant, il s'en souvenait. Personne ne se souvenait jamais de choses comme ça. Pas à propos d'elle. Ivy eut soudain du mal à déglutir. Le moment pesa lourd dans sa poitrine. Pas inconfortable, mais inhabituel, comme être remarqué pour la première fois d'une manière qui ne lui donnait pas envie de disparaître. Lucas se leva pour se laver les mains, la regardant à travers le miroir. « C'est votre personnage préféré, n'est-ce pas ?» Ivy hocha lentement la tête. Elle a toujours eu l'impression d'être la fille qui voulait plus, mais qui avait peur de trop vouloir, dit-elle. Ça a résonné. Lucas sourit faiblement, se retournant vers elle.
Vous ne semblez plus avoir peur maintenant. Je l'ai, dit-elle doucement. Mais je ne veux plus l'être. Après le rendez-vous, elle s'attarda dans le couloir plus longtemps qu'elle ne le voulait. Il la raccompagna, comme d'habitude, et tint la porte juste un instant de plus que nécessaire. En sortant à l'air frais, Ivy sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil. Elle commença à attendre avec impatience ses visites, non pas pour les bilans médicaux, mais pour la conversation, pour les petites gentillesses. Comment il se souvenait de sa préférence pour le thé? Comment il ne l'interrompait jamais quand elle parlait? Comment il lui demandait comment elle allait et attendait, vraiment attendait, la réponse. Lors d'une visite, Lucas remarqua un sac en papier usé qui dépassait de son sac fourre-tout. « Nouveau livre » demanda-t-il. « Un vieux favori » dit-elle en rougissant. « Je relis beaucoup de livres. Ils sont sûrs. Ils ne changent pas, considéra Lucas. Je pense que les gens peuvent être comme ça aussi, dit-il, si vous les laissez faire. » Cette nuit-là, Ivy se surprit à écrire dans son journal pour la première fois depuis des années. Pas sur la douleur, pas sur la honte, mais sur la possibilité. Elle écrivit « Il écoute. Non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Et je ne sais pas quoi faire de ce genre d'attention. » Lucas aussi sentit quelque chose changer. Avec Ivy, il ne sentait pas le poids des attentes. Elle ne se souciait pas de son nom de famille, de son CV, de sa fortune. En fait, elle ne posait presque jamais de questions sur sa vie. Mais quand elle le faisait, ce n'était pas pour admirer. C'était pour comprendre. Un après-midi, alors qu'il terminait un autre bilan, Ivy lui demanda « Pourquoi ce domaine? Vous auriez pu faire n'importe quoi. » Lucas marqua une pause, puis répondit honnêtement « Parce que les gens ignorent leur douleur quand c'est embarrassant. Et je voulais être quelqu'un à qui il pourrait faire confiance pour ne pas se détourner. » Il ne le dit pas pour faire de l'effet. Il ne la regarda même pas dans les yeux en le disant. Mais Ivy le regarda différemment après cela. Non pas comme un médecin, non pas comme un homme, mais comme quelqu'un qui avait choisi de voir ce que le monde négligeait souvent. Et c'est peut-être ce qui la fit se sentir en sécurité. Parce que pour la première fois de sa vie, Ivy n'était pas invisible. Elle était vue. La salle de la clinique était silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge murale et du léger crissement du stylo de Lucas sur le dossier d'Ivy. C'était un suivi de routine, son 6e maintenant. L'atmosphère entre eux était devenue plus familière, moins clinique. Elle ne serrait plus les poings ni n'évitait son regard. Et Lucas, il ne la regardait plus comme une patiente. Ce jour-là, alors qu'il sortait brièvement pour vérifier un scanner, le regard d'Ivy erra dans la pièce. Elle n'avait jamais vraiment regardé auparavant, non pas parce qu'elle n'était pas curieuse, mais parce qu'être dans un espace médical l'avait toujours fait se replier sur elle-même. Mais maintenant, ses yeux tombèrent sur une photo sur l'étagère. Elle était encadrée simplement, à côté d'un exemplaire usé de l'art des soins compatissants. Sur la photo, un Lucas plus jeune se tenait le bras autour d'une femme, élégante, aux yeux chaleureux, un foulard noué autour de la tête. Elle souriait, mais il y avait une fatigue sur son visage qu'Ivy reconnaissait trop bien. Quand Lucas revint, il suivit son regard et sourit doucement. « C'est ma mère, » dit-il en s'approchant. Elle s'appelait Eleanor. « Elle est belle, » dit doucement Ivy. Elle l'était, acquiesça Lucas, et forte. Si forte. Ivy hésita, puis il demanda. Était-elle malade? Lucas ne parla pas pendant un moment. Puis, avec cette honnêteté tranquille qu'il semblait toujours porter en lui, il dit, elle avait un cancer colorectal, stade 4 au moment où nous l'avons découvert. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Je suis tellement désolé. Elle a caché, continua-t-il, pendant des mois, peut-être plus longtemps. Elle pensait que les symptômes étaient juste du stress, ou le vieillissement, ou trop embarrassant pour en parler. Il s'assit à côté d'elle, la voix plus basse maintenant. Elle n'arrêtait pas de minimiser, même quand la douleur a commencé, même quand elle ne pouvait plus rester assise pendant un dîner entier. La gorge d'Ivy s'asserra. Elle ne voulait pas que quiconque la regarde comme si elle était faible. Dit-il, surtout pas moi, et quand elle est finalement allée chez le médecin, il était trop tard. Ivy ne réalisa pas que des larmes montaient à ses yeux jusqu'à ce qu'une coule sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, murmurant « Je suis désolé, c'est tellement injuste. » Lucas hocha la tête. « Ouais, ça l'est. » Il y eut une longue pause, emplie de ce genre de silence qui n'est pas vide, mais lourd du poids d'une compréhension partagée. « Je pensais la même chose avant. » Murmura Ivy, que si j'ignorais ça assez longtemps,
si je le cachais assez bien, peut-être que ça disparaîtrait, peut-être que je disparaîtrais. Sa voix se brisa sur les derniers mots, et Lucas se tourna complètement vers elle. Mais vous ne l'avez pas fait, dit-il doucement. Vous êtes resté, vous vous êtes présenté, ça compte. Ivy baissa les yeux sur ses mains, les tordant sur ses genoux. Elle avait peur, dit-elle, tout comme moi. Oui, dit Lucas, mais vous avez fait quelque chose qu'elle n'a jamais eu la chance de faire. Vous avez demandé de l'aide, même quand cela vous terrifiait. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, aucun d'eux n'était médecin ou patient. Ils n'étaient que deux personnes qui avaient aimé et perdu et appris à vivre au lendemain de la peur. Lucas attrapa un mouchoir et le lui tendit. « Merci, dit-elle, la voix à peine audible. Il ne répondit pas tout de suite, il resta simplement assis avec elle, laissant le silence être un baume plutôt qu'un fardeau. Puis il dit doucement, « Je pense qu'elle vous aurait aimé. » Ivy sourit à travers ses larmes. « Je pense que je l'aurais aimé aussi. » Ils restèrent ainsi un moment, sans avoir besoin de plus de mots, parce que d'une manière ou d'une autre, dans leur douleur, ils avaient trouvé le même langage, et ils parlaient de guérison, non seulement du corps, mais du cœur. Il avait fallu des semaines à Lucas pour écrire la lettre, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'à chaque fois qu'il essayait, il se retrouvait à marcher sur la corde raide entre son devoir et son cœur, entre le professionnalisme et quelque chose de bien plus personnel, de plus dangereux, de plus réel. Ivy avait fait des progrès incroyables. Sa guérison était presque complète. Sa confiance, autrefois enfouie sous des couches de honte, transparaissait maintenant de la plus petite mais de la plus belle des manières, comme la façon dont elle ne regardait plus le sol quand elle parlait, ou comment elle laissait parfois son sourire s'attarder juste une seconde de plus qu'avant. Mais Lucas savait que la limite était là, et il ne pouvait plus prétendre qu'elle ne s'était pas estompée, alors il prit du recul. Il transféra ses soins post-opératoires à un autre médecin, laissant une note à la réception et une enveloppe cachetée adressée à Ivy. À l'intérieur, sur une seule feuille de papier, il avait écrit « Ivy, vous n'êtes plus ma patiente, ce qui est la seule raison pour laquelle j'écris ceci, parce que je ne voulais pas que les soins que je vous portais soient jamais confondus avec le devoir, l'éthique ou le serment d'Hippocrate. Ce que je ressens n'a rien à voir avec mon titre ou le vôtre. La vérité est que je ne veux plus vous guérir. Je veux juste être près de vous, non pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que j'ai besoin de vous. Si vous ressentez la même chose, s'il y a ne serait-ce qu'une infime partie de vous qui veut être vue non pas comme une patiente, mais comme une personne, je serai là. Pas de blouse blanche, pas de dossier, juste moi. Lucas. Quand Ivy lut la lettre, elle resta immobile pendant 10 minutes entières. Puis, lentement, elle la plia en deux et la glissa dans la poche de son manteau comme un secret trop fragile pour que le monde le voie. Ce soir-là, après la fermeture de la bibliothèque, elle se rendit à la clinique. Les lumières étaient tamisées, le hall silencieux. Elle prit l'ascenseur jusqu'au jardin sur le toit, l'endroit préféré de Lucas, où il allait souvent pour se vider l'esprit. Un petit sanctuaire au-dessus du bruit de la ville. Quand elle arriva sur le toit, elle le trouva là, arrosant un petit carré d'herbe près de la balustrade, le dos tourné, inconscient. Sa voix était tremblante, mais suffisamment assurée pour l'atteindre. « J'ai reçu votre lettre. » Il s'arrêta, posa l'arrosoir, mais ne se retourna pas. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez, » dit-il doucement. « J'ai failli ne pas venir, » admit-elle. « Je suis encore en train de comprendre les choses. » Alors il se tourna. Leurs yeux se rencontrèrent dans la douce lueur des guirlandes lumineuses qui bordaient les murs du toit. « Je ne suis pas parfaite, » dit-elle. « Je tressaille encore quand les gens me regardent trop longtemps. J'oublie encore comment respirer quand je suis submergée. » Elle fit un petit pas en avant. « Mais si vous voulez toujours lire des livres avec moi, si vous voulez toujours vous asseoir avec moi les mauvais jours sans rien dire, je pense que j'ai fini de fuir. » Lucas ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Il s'avança et prit doucement sa main dans la sienne, ses doigts chauds, rassurants. Puis il la tint comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de durement gagné. « Je vous attendais, » dit-il. Elle sourit, timide, pleine d'espoir, nouvelle. Et à cet instant, entourée du parfum du basilic et du romarin, sous un ciel qui semblait enfin ouvert et bienveillant, ils cessèrent d'être médecins et patientes et commencèrent à être deux personnes choisissant de rester. Un an plus tard, la bibliothèque du centre communautaire de Rosewood ne payait pas de mine au premier abord. Juste un coin confortable avec des fauteuils dépareillés, des étagères de livres d'occasion en bon état et une douce lumière jaune qui brillait comme une étreinte chaleureuse.
Mais pour ceux qui la fréquentaient souvent, elle était connue comme quelque chose de plus. L'étagère de la guérison. C'était l'idée d'Ivy. Après tout, elle ne voulait pas d'un grand geste ou d'un travail prestigieux. Elle voulait un espace où les gens comme elle, des âmes tranquilles aux échymoses invisibles, pourraient s'asseoir, lire, respirer et se souvenir qu'ils n'étaient pas brisés. Lucas avait financé la rénovation sans hésitation. Non pas parce qu'il voulait son nom sur une plaque, mais parce qu'il croyait en sa vision. Il croyait en elle. Et plus important encore, il croyait en eux. Ils avaient encore des jours difficiles. Ivy tressaillait encore aux voix fortes ou à une attention soudaine. Lucas portait encore la douleur de la perte quand il pensait à sa mère. Mais ils avaient appris à faire de la place aux blessures de l'autre. Ils n'appelaient pas cela un amour de conte de fées. Ils l'appelaient un amour honnête. La plupart des matins, Ivy arrivait tôt pour organiser les livres par thème, deuil, espoir, commencement. Et Lucas passait entre deux patients, lui apportant du café et s'asseyant à côté d'elle pendant qu'elle étiquetait les nouveautés. Parfois il parlait. Parfois il restait simplement assis. C'était suffisant. À l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture de l'étagère de la guérison, le centre communautaire organisa un petit événement, un séminaire sur la santé mentale et la résilience, ouvert à tous ceux qui en avaient besoin. La dernière intervenante était Ivy. Elle se tenait derrière le pupitre dans un chemisier fleuri doux, ses mains ne tremblant que légèrement. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses yeux clairs. Au premier rang, Lucas était assis, les bras posés sur les genoux, le regard fixe, comme s'il retenait son souffle. Quand j'étais plus jeune, je pensais que guérir signifiait ne plus jamais souffrir. Que si j'étais assez courageuse, ou assez bien, ou assez invisible, peut-être que la douleur disparaîtrait. Elle regarda le public, des visages d'inconnus, d'amis, de survivants. Mais j'avais tort. Guérir, ce n'est pas prétendre que l'on n'est pas blessé. C'est être vu, même quand on saigne encore. C'est laisser quelqu'un s'asseoir avec vous, non pas pour vous réparer, mais pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Sa voix s'adoucit. Il fut un temps où j'aurais fui une scène comme celle-ci, des gens comme vous, moi-même. Une pause. Mais quelqu'un ne m'a pas laissé faire. Elle jeta un coup d'œil vers Lucas, ses yeux doux. Il ne m'a pas sauvé. Il n'est pas arrivé en fanfare pour tout faire disparaître. Ce qu'il a fait était plus difficile. Elle déglutit. Il est resté. Quand je souffrais, quand j'avais peur, quand je ne savais pas si je valais la peine qu'on reste pour moi. Sa voix se brisa légèrement. Mais elle continua. Et grâce à cela, j'ai appris à aimer les parties de moi que je cachais autrefois. Celles que je pensais me rendre trop envahissantes ou pas assez. Un silence tranquille tomba sur la pièce. Le genre de silence n'est non pas du vide, mais de l'écoute. Elle sourit. Et maintenant, j'aide les autres à faire de même. Un livre, une histoire, un après-midi tranquille à la fois. Le public applaudit, certains se levant, d'autres essuyant leurs yeux. Ivy descendit de l'estrade, les joues rouges, le cœur battant d'une manière qui la faisait se sentir vivante. Lucas la rejoignit près du fond de la salle. Il ne dit rien au début, la regarda simplement comme il l'avait toujours fait, depuis le tout début, comme si elle valait la peine d'être vue. « Tu as été incroyable, dit-il doucement. J'ai failli m'évanouir. Mais tu ne l'as pas fait, rit-elle doucement. Il prit sa main. Tu te cachais de la lumière avant, dit-il, maintenant tu es la lumière pour tant de gens. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. Je pense que tu as été le premier à m'avoir jamais vu dedans. Il écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu m'as aidé à la voir aussi. Ils restèrent là un instant de plus, les mains liées, entourés par le doux bourdonnement des gens se reconnectant avec eux-mêmes. Et à cet instant, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient entiers. Parce que l'amour, avait-il appris, ne consistait pas à se réparer mutuellement, mais à se choisir mutuellement. Encore et encore, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. Et finalement, après des années à se cacher dans l'ombre, ils ne craignaient plus d'être vus. Ils savaient l'un l'autre, et c'était suffisant. Parfois, l'amour n'arrive pas en grands gestes. Il arrive en silence, dans l'immobilité, dans le doux miracle d'être vraiment vu. Ivy n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin de quelqu'un qui resterait quand elle souffrait, quand elle guérissait, et quand elle apprenait à s'aimer à nouveau. Et Lucas, il n'est pas tombé amoureux d'une femme parfaite. Il est tombé amoureux de son courage, de la manière discrète dont elle se présentait à sa propre vie. Ce n'était pas un conte de fées. C'était réel. Et c'est ce qui le rendait beau. Si cette histoire a touché votre cœur,
N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Soul Steering Stories, où nous partageons des histoires vraies et tendres qui nous rappellent ce que signifie être humain. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un moment qui pourrait bien changer votre façon de voir l'amour, la vie et vous-même. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Il suffit d'être vu.